Coucou, c'est Père. Salut. Ravi d'être avec toi pour cette interview. Ça change un petit peu. Moi aussi, c'est la première fois que dans Zarin Zone, c'est moi qui me fais interviewer. Excellent. Quel honneur. On est à Dubaï. Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es venu à Dubaï et dans quelles conditions? On a fait une formation pour des chirurgiens iraniens, maxillofaciaux et dentistes, et à leur demande, enfin pouvoir utiliser cette technique en Iran qui est attendue depuis très longtemps à vrai dire. C'était impressionnant par rapport à l'ambiance, c'était impressionnant par rapport à leur niveau et c'était impressionnant aussi par rapport à leur attente. La formation vient de se terminer, on y était, j'étais très ému à la fin, très fier aussi et ouais, c'était un grand moment. Déjà, pourquoi former des praticiens iraniens et qu'est-ce que tu penses que ça va leur apporter en plus par rapport à leur technique, puisque je sais que c'était quasiment tous des maxillos, donc ils ont déjà des techniques et un niveau assez élevé. Est-ce que tu penses que vraiment ça va apporter quelque chose de plus? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, en effet, le niveau était très élevé parce que le niveau des dentistes et des maxillos en Iran est très élevé. Ouais. La seule chose malheureusement qui joue contre eux par rapport à l'embargo, ils n'ont pas la liberté d'avoir les produits et les instruments à portée de main comme nous on peut l'avoir et avoir le choix de tout ce qu'on veut acheter. Ils sont limités donc par rapport aux matériaux, mais techniquement ils sont incroyables. Déjà, il y a un savoir-faire qui date d'il y a longtemps. Il faut imaginer qu'il y a eu la guerre Iran-Irak, il y a eu les reconstructions osseuses, il y a eu, là je parle en maxillo, au niveau dentiste, ça a toujours été un pays très avant-gardiste par rapport au Moyen-Orient, par rapport à toute la technicité qu'on pouvait avoir en dentisterie esthétique et autres. On part déjà sur un savoir-faire qui est déjà présent. Et c'est des personnes qui n'arrêtent pas de se former. L'Iran n'est pas un pays fermé, c'est-à-dire qu'en fait, ils partent tous partout pour faire des formations. Il y a le savoir-faire, il y a la technique et il y a le niveau intellectuel et le niveau humain. Cette technique était attendue parce qu'ils le savent, comme moi je savais, tu connais mon parcours, on travaille ensemble depuis 17 ans maintenant. Notre spécialité c'est les réhabilitations complexes. Dès le début, quand j'étais dans les réhabilitations très complexes avec les grosses reconstructions osseuses et les grosses greffes, il y a des fois où je savais que ça allait pas répondre. Je savais que la technique serait meilleure si on était en zygomatique parce qu'on était sur une réhabilitation complète avec résorption complexe et atrophie sévère. Je savais que les greffes allaient répondre moins bien, je savais que la durée du traitement allait être beaucoup plus longue et que les zygomatiques allaient rendre des services incroyables. Ils ont exactement le même cheminement intellectuel, ils le savent et ils n'avaient pas la possibilité d'avoir cette technique. C'est là où j'étais très ému et très fier, c'est qu'on bouge un peu partout, on donne des cours, on donne des formations et des conférences. Quand tu sens qu'à un moment donné, tu es un facteur d'un changement de quelque chose dans tout un pays et dans tout un traitement, ça te prend aux tripes. D'autant plus que là, c'est mon pays d'origine, c'est-à-dire que depuis que je suis petit, je voulais d'une façon ou d'une autre apporter quelque chose à mon pays. Et ben là, on y est. En ricochet, ce que j'ai apporté là par rapport à ces praticiens, ça va être appliqué sur les patients. Donc des personnes qui sont en attente de ces traitements-là vont pouvoir être soulagées. L'impact est énorme au niveau du pays. Donc oui, c'est très attendu de leur côté, touchant de mon point de vue et surtout, je sais, tu sais, c'est ce que je leur ai dit aussi, je suis dans le milieu du combat depuis tellement longtemps et que quand tu es dans le milieu du combat, quand tu fais un stage de défense ou un stage de boxe ou ce que tu veux, quand tu enseignes, eh bien, tu as toujours cette inquiétude de la technique que je viens de montrer, cette technique qui est dévastatrice, je viens de la montrer. Ok, sur cette salle, combien de personnes déjà vont pouvoir l'appliquer et combien de personnes vont pouvoir l'appliquer correctement. Et tu es responsable en tant que formateur, tu es responsable de ça, que ça soit en boxe ou en chirurgie. C'est-à-dire que ce que tu viens de transmettre, tu as intérêt à l'avoir bien transmis et j'espère que la personne va bien l'utiliser, tant techniquement qu'humainement. C'est-à-dire ne jamais oublier que tu as un patient sous les mains, que tu n'es pas en train de tester une technique, que tu n'es pas en train de t'entraîner sur une technique. Non, c'est un patient et il faut que les choses soient bien faites. Eh bien là, j'étais rassuré et surtout à la fin des 2 jours où je me suis rendu compte que c'est vraiment entre des bonnes mains. Le niveau était très élevé. Entre des bonnes mains, expertes techniquement, mais des bonnes mains parce qu'il y avait l'humain derrière. C'est tout aussi important. Il n'y a pas que l'expertise manuelle. Moi-même, pour avoir été présente sur ces journées, j'avais vraiment l'impression, c'était un groupe qui tout de suite a matché. Et en fait, on avait déjà l'impression qu'ils se connaissaient tous, alors que pas du tout. Non. Et il y avait vraiment une ambiance
très convivial, très bon enfant, de la bonne humeur, et malgré tout, une écoute tellement attentive et professionnelle que j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience formidable. C'est incroyable parce que, pareil, on sait que dans la communication, quand tu donnes des informations, il n'y a que 10% qui vont être captés. Là, par rapport aux questions et par rapport aux détails, c'était impressionnant parce que tu avais l'impression que le moindre détail, la moindre goutte de ce que tu étais en train de dire était absorbée. C'était impressionnant. D'ailleurs, là, on parle beaucoup de l'expérience qu'on vient de vivre avec justement les personnes qui viennent d'Iran. En France aussi, tu fais ces formations. Absolument. Alors, c'est vrai que ça fait déjà un bon moment que tu tournes avec ce type de formation. Moi, personnellement, moi qui bouge aussi pour d'autres raisons, ça m'est déjà arrivé d'entendre des choses pas toujours agréables, à la fois sur la technique, parfois la personne. J'aimerais avoir ton retour par rapport à ça, parce que au détour d'un voyage, il y a une phrase qui m'a un peu fait mal aux oreilles, c'est « Les chers égos, c'est un petit peu une question d'ego, c'est à celui qui aura la plus grande ». Alors, je m'excuse de cette phrase, mais c'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ce genre de commentaires? C'est là où je pense ce qu'on disait quelques minutes avant quand on parlait du côté humain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que l'expertise médicale, mais qu'il y avait le côté humain, et ben ça rentre pile dans ce que tu viens de dire à l'instant. Parce que moi aussi, j'ai déjà entendu. Alors, c'est vrai qu'on tourne un peu partout. Il y a les cours en France, il y a les cours là bientôt au Vietnam, en début décembre, ou un cours de 3 jours avec travaux pratiques sur cadavres. C'est-à-dire qu'il y a une demande, ça c'est la première chose, parce que je vais revenir sur ta phrase, mais ça veut dire qu'il y a une demande et il y a une attente, au niveau national et international. On doit faire un cours en Belgique, donc Vietnam, il y a différents, on est en train de voir par rapport au Maghreb, Moyen-Orient, donc des choses se mettent en place. Alors, il y a deux choses. On pourrait dire que ça flatte mon ego d'aller partout pour montrer cette technique, ça c'est la première chose. Et on fait cette technique pour flatter notre ego parce que comme tu disais, c'est montrer que tu as du cran en faisant cette technique, etc. Je pense vraiment que c'est pas pour la bonne raison. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une part d'ego chez tout le monde et chez un sportif, chez un chirurgien, et ça fait partie des bonnes choses. Mais si tu l'as fait que pour cette raison-là, il y a quelque chose qui cloche. Là où cette phrase est juste, si c'est uniquement pour mettre en avant ce que tu sais faire sur un cas, 2 cas, c'est-à-dire que faire 1 ou 2 cas juste pour montrer que tu l'as fait et juste pour montrer que tu es rentré dans le clan de ceux qui font ça, pour montrer que tu as la technicité, c'est pas pour la bonne raison. Surtout que on sait très bien que réaliser 1 fois, 2 fois, même 5 fois, ce qu'on appelle du one shot. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est reproductible à long terme. Il faut faire et refaire pour qu'une technique soit maîtrisée et surtout pouvoir être reproductible et que du coup ça rende service au patient. Donc comme on disait, c'est là où le côté humain intervient. Tout dépend pour quelle raison tu le fais. Ça fait longtemps, alors on va peut-être me trouver prétentieux dans ce que je vais dire là, et ça fait très longtemps que dans ma tête j'ai plus rien à prouver. Dans ma tête, peut-être que j'ai tort, mais dans ma tête, j'ai plus rien à prouver. J'ai rien à prouver ni en combat, ni dans ma vie de tous les jours, ni en chirurgie. Aujourd'hui, je peux arrêter de parler et de communiquer parce qu'on sait ce que je fais. J'ai plus besoin de venir m'étaler et dire je fais ça, ou j'ai boxé, ou j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais, il y a un truc et tu me connais, que je déteste, c'est les grandes gueules. C'est-à-dire, en fait, quand tu dis un truc que tu le fais pas, ou quand tu dis que tu as fait un truc mais que tu l'as pas vraiment fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours agacé, mais encore une fois, parce que moi, mes mondes, à chaque fois, s'entrecroisent. Et mes mondes, c'est le combat, la chirurgie, la vie de tous les jours, l'Iran, la France et les voyages. C'est comme en boxe, quand d'un coup, quelqu'un arrivait et disait « Ouais, je suis champion de tel truc », tu dis « Mais champion de quoi? T'as combattu où? T'as fait combien de combats ?» Et toi, personnellement, t'as pris des coups, t'as souffert aux entraînements, tu sais ce que c'est que de prendre un KO, etc., etc. Et quand t'as quelqu'un qui arrive et que d'une façon illégitime dit quelque chose, ça t'agace. Et ben en chirurgie, c'est pareil, en zygomatique encore plus. Pourquoi encore plus? Et là, du coup, c'est pas une question de qui est la plus grande, l'ego et tout ça. C'est qu'en fait, on est le dernier recours dans quelque chose qui va rendre service au patient. Donc si là-dedans, tu viens vouloir mettre je fais ça tous les jours, nous, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Maintenant, on arrête. Vraiment, c'est notre activité tous
tout le temps. À chaque fois, je venais publier le cas que je viens de faire, le cas que je viens de faire. Je garde ça pour les congrès, je garde ça pour les conférences, je garde ça pour les formations. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est la phrase, c'est ceux qui en parlent le moins, qui en font le plus. Je sais plus et comment l'inverse. c'était. Peu importe. Justement, parler des patients, parce que la technique, c'est bien, la formation, c'est très bien, mais malgré tout, comme tu disais juste avant, il faut pas oublier qu'on est là pour le patient avant tout, parce que le but, c'est quand même de réhabiliter des gens. Moi-même, c'est vrai que, mais toi aussi, je le sais, on est toujours très profondément touché par le retour. Déjà, quand ils arrivent pour la première fois, il y a beaucoup d'émotions, transmettre leur vécu, parce qu'ils n'arrivent pas là du jour au lendemain. Il y a souvent un historique assez lourd, parfois sur de longues années où il y a beaucoup de souffrance physique et mentale. Finalement, dans le processus qui pourrait paraître assez lourd pour l'intervention, parce que tu as une particularité quand même, on n'est pas sous anesthésie générale, et bien finalement, quand ils sortent de là, c'est une renaissance. Comme un shoot d'adrénaline pour nous, moi c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'à la fin, quand on a terminé la journée, qu'il y a la mise en charge immédiate, c'est un shoot d'adrénaline parce qu'il y a toute l'émotion qui ressort de cette journée et de ces longues années. Justement, qu'est-ce que tu auras à dire de tout ça? C'est pour ça qu'on fait ce travail-là. C'est exactement comme tu dis, c'est des patients qui ont du vécu. On aime beaucoup justement pendant la consultation. Alors aujourd'hui, la consultation est à la fois physique et parfois maintenant les consultations sont en visio, comme les patients viennent de loin. Le premier contact est un petit peu à distance, mais ça permet vraiment de se connecter quand même. On découvre en effet que les patients ont un historique chargé, ont du vécu, et ce que justement un des chirurgiens iraniens a dit il y a quelques jours du coup en formation, il a dit finalement dans ce genre de situation, au même niveau de difficulté, c'est redonner confiance aux patients. Il y a le niveau de difficulté de la chirurgie, mais le niveau de difficulté de redonner confiance aux patients, surtout par exemple s'il vient de multiples échecs, s'il a eu des tentatives, échecs, et il a subi beaucoup de choses. Pourquoi il te fait confiance une énième fois, alors que d'autres lui aussi lui ont promis aussi avant. Pourtant, ça n'a pas marché. Pourquoi toi, là, sur le coup, là, ça marcherait? Et ben ça, c'est quelque chose aussi de particulier. Et c'est vrai que, comme tu dis, quand la journée est terminée, quand la mise en charge immédiate est faite, et puis on a vécu avec le patient, puisqu'on est sous anesthésie locale. Donc, on a vécu avec le patient, on est tranquille, on l'a mis dans une bulle. Nous aussi, on est dans notre bulle. Eh bien, c'est à ce moment-là, et ça nous le fait à chaque fois, tu sais pourquoi tu as fait ce travail et tu sais pourquoi tu continues à le faire. Et du coup, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à l'histoire de faire des cours, faire des conférences, des choses comme ça. C'est rigolo parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je m'analyse sur mon parcours, sur mon vécu, pourquoi ci, pourquoi ça, quoi le changement depuis l'Iran, quoi ça a influencé ma vie, toutes ces choses-là. Bref, il y a quelques temps, et je pense que tu te souviens parce que je t'en avais parlé, à d'autres amis très proches j'en avais parlé, je me suis posé la question de pourquoi je continue à le faire. Parce que c'était une période où j'étais un tout petit peu fatigué aussi, parce qu'il faut pas croire, je suis pas sur batterie en lithium, et donc de temps en temps il peut y avoir des coups de fatigue. Bref, je me posais la question de savoir pourquoi je continuais, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, ça va être peut-être maladroit ce que je vais dire et un petit peu prétentieux. Je pense que j'ai pas approuvé. J'ai plus approuvé, j'ai déjà fait, je fais, et c'est mon quotidien. Donc je vais pas prouver tous les jours. Qu'on sait faire du vélo. Qu'on sait faire ce qu'on sait faire. Donc j'ai pas besoin de me battre dans la rue pour montrer que je suis un boxeur. Oui. C'est exactement la même chose. Pour un oui, pour un non, déclencher une bagarre pour montrer ce qu'ils valent, c'est qu'ils ont pas confiance. J'ai prouvé ce que je valais sur un ring, j'ai pas besoin de me battre dans la rue. Je prouve tous les jours avec les patients les chirurgies qu'on fait. C'est des chirurgies extrêmes puisqu'en plus on nous envoie tout ce qui est raté. Et bien de la même façon, j'ai pas à vouloir le prouver. Ça c'est quelque chose de réglé. Je me disais, pourquoi je fais encore ça? Pourquoi je le fais? Eh ben, j'ai trouvé ma réponse il y a quelques temps. J'ai trouvé ma réponse et en fait, la réponse c'est que j'ai pas inventé une nouvelle technique puisque cette technique-là existe depuis Brenmark, a été transmise à ses premiers disciples. Parmi les plus brillants, Edmond Bedrosian, par exemple, que j'ai eu l'honneur de côtoyer, que j'ai eu l'honneur de discuter, de vivre des fois au quotidien avec lui. Puis la génération avec Carlos Aparicio qui a continué le travail de Chantal Malvel. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai rien inventé. Comme eux n'ont rien inventé puisque Brenmark avait déjà inventé la technique. Donc celui à qui on doit ça, c'est Brenmark. On est juste après des disciples et des continuateurs. Ça existe ça? Non, je crois pas. Je crois pas non plus. Des continuants du process.
du process. C'est là où on voit les origines iraniennes. Continuité. Merci. Nous permettons cette continuité du message. Après, chacun amène sa touche. Chacun amène sa technique. Quelqu'un va affiner telle chose. Et je me disais, moi, je le fais de telle façon. Moi, je le fais en chirurgie guidée. Moi, j'ai un truc qui fonctionne que les autres ne font pas, etc. Mais en réalité, la base vient de quelqu'un d'autre. Brandmark, on peut faire tout ce qu'on veut. On ajoute juste un petit truc. Tu sais, c'est comme dans la nature. Tu viens transformer telle ou telle chose, mais la nature est déjà là. Toi, t'es venu juste transformer 2-3 trucs. Du coup, quel est mon message à moi? Mon message à moi, c'est pas tellement sur des détails, c'est sur ma compréhension de cette technique depuis le début. Comment je l'ai fait évoluer dans mes mains à moi et pour moi. C'est mes trucs que je transmets, d'une part, puisque tu tires toi-même tes conclusions et tu trouves des choses, des fois, qui peuvent faire avancer après d'autres. Et puis, troisième chose, c'est si j'arrive à faire passer ce message, et c'est devenu vraiment mon cheval de bataille, et quand je disais... Je sais pourquoi maintenant je parle. C'est pour montrer que cette chirurgie, aujourd'hui, est une chirurgie magnifique et que c'est pas une boucherie. Ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, elle était considérée comme chirurgie extrême. Donc, étant une chirurgie extrême, t'avais juste à réussir à poser tes implants. Peu importe où ça sortait dans la gencive, peu importe comment ça se passait pendant la chirurgie pour le patient. Parce qu'attends, c'est extrême. C'est une chirurgie de guerre. On y va. Peu importe comment ça se passe, peu importe comment ça sort. À la fin, c'est posé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Parce que la technique a évolué. Les instruments ont évolué, les implants ont évolué, les mentalités ont évolué. Tout ça fait que aujourd'hui, c'est pas une chirurgie de guerre. On est une chirurgie, on est posé au cabinet, où on doit prendre soin du patient, faire en sorte que cette technique soit la plus douce possible et répondre aux mêmes critères que l'implantologie conventionnelle. Et c'est mon but aujourd'hui de montrer à quel point il y a un checklist. Et que ce checklist, si vous le respectez, ça ira bien pour vous, pour votre patient. Mais par contre, il ne faut pas déroger à ça parce que la prothèse est importante, parce que la gencive kératinisée est importante, parce que tel détail de la chirurgie vont être importantes. C'est-à-dire que tous ces détails mis bout à bout vont faire que ça va être un succès ou un échec. Tous ces détails mis bout à bout. C'est plus j'ai mes implants qui tiennent, donc c'est bon, c'est gagné. Non. Comment j'ai traité la gencive depuis le départ, comment j'ai incisé, comment j'ai suturé, comment j'ai réparti ma gencive kératinisée, comment j'ai géré l'os au niveau de la crête, comment j'ai géré ma stabilité et quel axe j'ai choisi. Tous ces détails-là vont faire que ça va être un succès, un échec. Et tout se joue là-dessus. Et je voulais dire autre chose, mais comme je te vois sourire parce que je parle beaucoup, et bah ça me perturbe. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire quoi? Je voulais dire succès, échec, et je sais plus, ça me reviendra. En tout cas, on a déjà un ensemble de réponses assez conséquents. Merci beaucoup. En fait, je pense que c'était important de parler justement de cette chirurgie et de tout ce qu'il y avait autour, parce que encore une fois, on entend beaucoup de choses un peu partout. J'avais vraiment envie de pouvoir partager finalement ton point de vue, les raisons pour lesquelles tu le fais, pour travailler avec toi depuis de nombreuses années, en dehors du personnage que tout le monde connaît, fanfaron, fier de lui. Il y a le praticien, et là j'insiste pour garder la parole, il y a le praticien et il y a l'homme aussi qui est touchant, et je pense que une des choses pour lesquelles tu as tellement de succès aussi par rapport aux patients, parce que ils connaissent pas le personnage public entre guillemets, mais ils voient le praticien, ils voient le technicien quand ils viennent en rendez-vous. C'est là tout l'intérêt de te connaître dans ta globalité, c'est que tu es quelqu'un de très humain, et ça c'est quelque chose qui est très important quand on fait aussi ce type de chirurgie, c'est que il y a la technicité et il y a l'humain, et ça, les deux ne peuvent pas être séparés quand on fait ce genre de chirurgie, et encore moins en anesthésie locale. Moi, voilà, je suis donc contente qu'on ait pu avoir cet échange et pouvoir montrer un petit peu ce qu'on pensait tous les deux de tout ça. J'aurais quand même encore une question à poser. On te voit toujours avec ta tête de mort. Raconte-moi un petit peu l'histoire de ce bijou. C'est une tête de mort qui est traversée par un implant zygomatique. On va croire que le gars, il vit que pour ça. Mais en fait, oui, je suis très fier d'avoir participé à l'évolution du matériel. On a travaillé à trois, Edmond Bedrosian, Carlos Aparicio et moi. Ça a été une grande aventure avec les ingénieurs de Straumann, puisqu'on savait, en gros, en très résumé, on savait que tu as des choses à respecter au niveau de la technique, mais que des choses, même quand tu fais bien la technique, le matériau que tu mets en place peut provoquer des soucis. Donc il fallait que ce matériau progresse. Donc du coup, c'était le travail du design, de pas mal de choses. Et donc on a beaucoup travaillé dessus.
c'est-à-dire on est parti vraiment du fait de dire allez, on veut éviter tel échec, tel échec, tel échec, donc en quoi on va jouer sur le design. Donc c'était un gros travail, énorme travail avec les ingénieurs Stroman, énorme travail tous les trois, beaucoup de fights aussi, puisqu'on n'était pas d'accord sur tout, donc il fallait que chacun aussi argumente. Quand l'implant a été abouti, eh bien les ingénieurs Stroman m'ont fait un cadeau, ils m'ont offert les 2 premiers implants Zygo qui étaient sortis, c'était le round et le flat. Et du coup, comme j'avais un patient qui est créateur bijoutier, je lui en ai parlé et du coup j'ai utilisé les 2 implants pour qu'on fasse 2 choses différentes. Alors il y a cette tête de mort avec, c'est pas une tête de mort, tête de squelette avec l'implant qui traverse, le Zygo qui traverse, et le deuxième c'est une pince à cravate avec pareil un implant qui est posé dessus. Je voudrais revenir sur quand même encore 2-3 petites choses. On entend aussi beaucoup parler du digital. À la fois pour la prothèse, on est vraiment arrivé dans des niveaux de technicité qui sont vraiment un plus à la fois pour le praticien, mais le résultat immédiat pour le patient est juste exceptionnel. Qu'est-ce que toi tu penses du numérique ou de la chirurgie guidée? Quel recul tu as par rapport à ça? C'est intéressant. Encore une fois, tu m'as toujours connu là-dedans. C'est rigolo parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas notre passé et notre historique. J'ai commencé à travailler en 2004. Dans le cabinet où on est actuellement, j'ai commencé en 2002, mais dans notre cabinet actuel en 2004. Très rapidement, la chirurgie guidée et le digital, c'était mon truc. Tu te souviens? Et notre laboratoire de prothèses, et je salue Pierre Chapuis avec qui on a mis énormément de choses en place. J'étais un passionné par rapport à ça, c'est-à-dire que travailler sur les logiciels de planification, faire la chirurgie guidée, tenter d'avoir la prothèse avant même la fin de la chirurgie, toutes ces choses-là, on a travaillé dessus. C'est les premiers cas en fait. Oui, parce qu'il faut aussi ajouter que quand même été un précurseur, un des premiers à faire la mise en charge immédiate sur commencé très tôt. Des cas complexes et des arcades complètes. On était quelques-uns début 2000. Donc j'ai toujours été très partisan de ça. Et en fait, on a eu des échecs. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas comme on voulait. Au bout d'un moment, j'ai laissé de côté en disant je garde un œil dessus. Maintenant, on va arrêter d'utiliser tant que c'est pas au point. Parce qu'il y a un patient en dessous. Quand ça sera efficace, ça veut dire que plus précis et en gain de temps, ça reviendra dans l'actualité. Aujourd'hui, on sait que d'un point de vue prothétique, c'est un gain de temps et d'efficacité énorme. C'est pourquoi aujourd'hui, en mise en charge immédiate, je parle même pas de la définitive, ne serait-ce qu'en mise en charge immédiate, on est en empreinte optique, on imprime ou on usine prothèse directement au cabinet, on a le labo. Tout ça, c'est des choses qu'on a mis en place d'un point de vue digital parce qu'on a vu ce que ça a apporté. Maintenant, la chirurgie guidée, sur beaucoup de cas, beaucoup de mains d'experts, c'est particulièrement efficace. En chirurgie très poussée comme les chirurgies zygomatiques, ça devient un gadget. C'est très important de savoir que pourquoi je dis que c'est un gadget? Parce qu'en fait, si tu es formé techniquement, tu peux le faire sans. Et beaucoup plus précis, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que, comme on parle, on a l'habitude de parler par exemple de 0,5 ou 1 mm de déviation dans les études sur un implant guidé, etc. On est en train de parler d'implants qui font 10 mm. On est en train de parler d'implants qui font 5 cm. Donc le taux de déviation change. On ne peut pas se permettre d'avoir ces taux-là. Alors on va dire oui, mais avec des tubes plus longs, etc. On rentre dans des gadgets. Peut-être qu'un jour ça sera en place, peut-être que la navigation aidera, mais je pense vraiment qu'il y a un dernier détail, et j'arrête sur là-dessus. Je pense vraiment qu'on est des chirurgiens, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des mains de chirurgien, des doigts de chirurgien, une sensibilité de chirurgien. Si aujourd'hui on met toute la nouvelle génération en mode tout doit être guidé, cette nouvelle génération ne va pas développer sa sensibilité tactile. Ne développant pas cette sensibilité tactile, tu seras moins bon forcément s'il y a une complication, si l'os n'est pas comme tu voulais, s'il y a la moindre surprise, un problème technique. Donc c'est très important de développer cette sensibilité-là. Donc il ne faut pas être guidé à tout prix. D'ailleurs, ça me fait penser, ça n'a rien à voir avec la chirurgie guidée, mais quand tu fais tes formations, tu utilises uniquement des modèles 3D. Oui. Je sais qu'il y a des praticiens qui adorent travailler sur des têtes. Est-ce qu'on a vraiment besoin pour apprendre cette technique d'aller travailler sur des têtes ou est-ce que effectivement un modèle 3D peut tout à fait répondre à la demande? Je suis persuadé que oui. Je pense que ça va choquer certains quand je vais dire ça, mais je pense vraiment si tu donnes les différentes étapes, si tu expliques l'anatomie et ensuite que la personne, avec tout ce que tu as transmis, plus la chirurgie, plus les chirurgies que la personne voit, ensuite transfère le message de son cerveau à ses mains et travaille sur modèle, le plus important, c'est de réussir à trouver les axes, comprendre dans quelle direction il faut aller, comment il faut se placer. L'anatomie est très importante, mais si tu maîtrises l'anatomie,
mais pas cette capacité d'orientation de tes forêts, de tes implants. C'est ça qui est très important, c'est marquer. Et là, les modèles 3D sont particulièrement performants. Par rapport à l'anatomie et par rapport à tout ça, évidemment, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais un modèle, c'est pas comme en bouche où il y a un lambeau, etc. C'est pour ça que je pense aujourd'hui que vraiment la meilleure formation, le meilleur parcours, et c'est intéressant qu'on en parle, c'est que la chirurgie zygomatique, c'est une spécialité dans la spécialité. C'est-à-dire que à la fois pour les maxillos, chiruraux et dentistes, c'est pas parce que tu as un super maxillo que tu fais des avancées, des traitements orthognatiques et autres, tu peux être le meilleur là-dedans, c'est pas pour ça que tu seras un expert en zygo. C'est pas parce que tu es dentiste et que tu fais des Holland-Ford à tour de bras que tu vas être expert en zygo, etc. etc. C'est une spécialité dans la spécialité, il faut accepter la chose. Mon Bedrossien, une fois qui m'avait dit, et j'avais trouvé la phrase très drôle, il m'avait dit, c'est pas parce que tu as conduit 20 ans une Ferrari que tu peux aller dans une Formule 1 et devenir pilote de Formule 1. C'est deux choses différentes. Ce que je veux dire, c'est une spécialité dans la spécialité, il faut se former à cette spécialité à part. Et je pense encore une fois que c'est quelque chose qui se développe de cette façon. C'est-à-dire, en un, il faut faire une formation où tu vois des chirurgies, on t'explique exactement comment placer, c'est quoi les détails, cette fameuse checklist dont on parlait, avec tous les détails à respecter, que tout ça devienne très clair dans ta tête, puis que tu la mettes en pratique déjà sur modèle pour que ton cerveau enregistre tout ce qu'on vient de dire. Première étape. Deuxième étape, c'est de voir des chirurgies. Plusieurs chirurgies, parce que le côté gauche et le côté droit d'un patient sont différents. Que le patient de lundi est différent du patient du mardi, du patient du mercredi. Donc, voir plusieurs chirurgies. Puis, dernière étape, c'est d'être coaché sur 1, 2, 3 chirurgies pour être lancé. Et là, tu es vraiment dans une situation où tu comprends l'anatomie, où il faut que tu poses tes écarteurs. Et comme tu as enregistré tout le reste avant, les choses se mettent en place. Et voilà ce que je désignerais comme le parcours idéal pour cette spécialité. Oui, de toute façon, des personnes qui en arrivent à ce stade de chirurgie a déjà des connaissances d'anatomie, c'est ouvrir un lambeau, etc. Et après, il faut pousser ça. Il faut pousser ça, mais en effet. Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question par rapport justement aux patients et au fait qu'ils ressentent aussi toute ta générosité et ton empathie. Est-ce que toi, tu aurais envie, par le biais de ce moment, de parler de toi, de nous donner finalement peut-être une autre image de Zarine que tout le monde connaît? Oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué en si peu de temps, mais... et puis en plus, je préfère que l'amitié me fasse découvrir plutôt que je donne que je m'ouvre directement. Mais si je devais dire un ou deux trucs, la réalité ne correspond pas à l'image surtout. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, tu connais mon parcours, j'ai le parcours d'être parti de très loin. On va pas revenir, on va pas faire de l'histoire, mais connu la guerre, d'avoir connu le changement de pays, d'avoir connu ensuite le milieu difficile de la boxe professionnelle. Enfin, tout ça crée tes personnalités en fait, qui font déjà que peut-être tu deviens quelqu'un de dur, tu le sais, c'est-à-dire les gens ne le savent pas parce que en public je suis très cool, au travail je suis très dur, c'est-à-dire j'ai une exigence envers moi-même que j'ai envers les autres, mais je vais pas le dire d'une mauvaise façon, à aucun moment je vais hausser le ton ou quoi que ce soit, mais avec un regard on sait que là j'attendais plus, il y a un truc qui va pas, etc., etc. Et je suis comme ça avec moi. Tous ces parcours là font que j'ai la personnalité que j'ai, ça peut donner parfois cette image peut-être trop sûre ou trop arrogant. En fait c'est pas arrogant, c'est sûr, parce que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que t'es. Ça me rappelle une phrase de Thierry Henry et je le salue de loin parce que c'est l'impression que donnait Thierry Henry, alors qu'il était juste sûr de lui, mais tu avais l'impression qu'il était arrogant. L'assurance veut pas dire être arrogant. Arrogant, c'est quand tu prends les gens de haut et quand tu les abaisses. Jamais de la vie je fais ça. Je mets toujours dans une discussion n'importe qui à la même hauteur. Et parce que en plus j'estime vraiment qu'on est tous à la même hauteur. Moi je maîtrise tel truc, toi tu maîtrises tel autre truc que moi je maîtrise pas du tout, etc. Donc on est vraiment au même niveau sur plein de choses. Pour ça, dans la vie en général. Donc, jamais de la vie, je me permettrai. Jamais de la vie. Parce qu'en fait, je sais que là où t'es, c'est ton vécu, c'est des opportunités, etc. C'est-à-dire qu'on inverserait les rôles. Moi, je serais à ta place, toi, tu serais à la mienne, etc., etc. Bref, jamais je me permets. Donc, l'arrogance, c'est ça, c'est de baisser quelqu'un. Et jamais de la vie. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qui me révolte. Et d'ailleurs, quand je suis cassant dans ma façon de parler, parce que des fois, j'envoie des pics ou des choses comme ça, c'est quand je trouve que quelqu'un vient d'être arrogant avec quelqu'un d'autre. J'envoie une mitraillette, j'envoie une rafale avec le sourire et avec l'humour, mais juste pour dire reviens, remets-toi à ta place. T'es pas au-dessus de moi, t'es pas au-dessus de lui. Puis dernier truc, c'est que là où on pourrait croire que, par exemple, je suis très attaché à mon image, je suis très attaché à ce que j'ai ou à ma clinique ou à ce que tu veux, en fait, je suis détaché de tout. Toi, tu le sais. Je suis détaché de tout. Mais alors, de tout. C'est-à-dire que demain, je perds tout, ça me fait ni chaud ni froid. Je repars comme si de rien n'était sur autre chose. Perdre mon image, je peux perdre tout ce que j'ai
J'aime bien les belles choses tant que je les ai. Je les ai pas, je les ai pas. Alors là, ça me fait ni chaud ni froid. S'il y avait quelques tuyaux à donner sur moi, c'était ça. Et que j'attache de l'importance à pas grand-chose. Je veux dire de ce qui est matériel, que je prends tout à la dérision, tu le sais. Je prends tout à la dérision. Je me reconnais bien dans le personnage de Luffy. Pour ceux qui connaissent One Piece, tu prends rien au sérieux. T'as juste, et je finirai avec ça, un objectif dans la tête, peu importe lequel. Pour ceux qui connaissent One Piece, eh ben c'est le pomme One Piece, qui ne représente pas quelque chose de matériel. Tu prends tout à la dérision et tu veux juste, pendant ce parcours-là, rendre le plus de service aux gens que tu rencontres et être entouré d'une équipe que tu apprécies, avec qui tu te marres et tu passes du bon temps. Et j'essaye d'être comme ça dans ma vie perso, j'essaie d'être comme ça dans ma vie professionnelle. Et dès que quelque chose ne m'amuse pas, j'arrête. Et c'est pour ça que du coup, je pense que ça sera le mot de la fin. Je voulais te remercier. Alors, je voulais saluer mon équipe. Je voulais saluer, évidemment, je salue tous mes amis et ma famille. Et je voulais saluer mon équipe parce que justement, c'est l'équipe du bateau de Luffy. On a constitué cette équipe-là, complètement barrée, complètement foufou, avec des personnages différents. Et je voulais te remercier parce que ça fait depuis 17 ans que tu travailles avec moi et tu as toujours eu cet engagement pour aller dans la même direction que moi. En fait, les personnages correspondent pas exactement au niveau de leur caractère. Moi, je connais pas One Piece. Au niveau de leur caractère, ça correspond pas. Mais pour moi, en tant que Luffy, tu es Zoro. D'accord. C'est comme ça. Comprendront ceux qui connaissent. Tu as toujours été là et encore une fois, tout ce que je fais, je le fais parce que je sais qu'il y a des gens très proches sur qui je peux compter. On dit toujours que tu pars à la guerre ou que tu pars à la bagarre, une équipe sûre, avec des gars sûrs. Bah je l'ai, mais mes gars sûrs sont avec moi. T'es mon gars sûr. Comme je connais pas One Piece, j'ai une autre référence, c'est Maurice. Ah oui, de King Julian, absolument. Donc pour ceux qui ne connaissent rien, allez voir. Regardez. Maurice n'est pas du tout flatteur pour mon image, mais c'est vrai qu'au niveau du caractère et du vécu avec le King Julian, c'est vraiment ça. Et ben moi je voulais aussi te remercier pour tout ce qu'on a réussi à créer depuis ces 17 années, de tout ce que je peux aussi vivre par le biais de nos formations qu'on a créées, des choses que moi je peux faire aussi en parallèle grâce à tout ce qu'on a mis en place, les formations des assistantes, les congrès, les conférences à droite à gauche. Je remercie tous ceux qui me font confiance aussi, et notre équipe avec laquelle moi je prends vraiment plaisir à venir travailler le matin. Tous les jours où je vais au travail, il n'y a pas un moment où je me dis que j'ai pas envie d'y aller. Quand je vois les patients qui sont en attente ou qui ont retrouvé le sourire, on sait pourquoi on y va et ça met de bonne humeur et ça donne envie d'avancer. Je crois que nous, on a trouvé vraiment l'endroit où on devait être. Il y a pas longtemps, il y a un jeune que j'ai croisé et qui a dit moi je kiffe ma vie. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était un jeune qui devait avoir, je pense, une vingtaine d'années. Des jeunes qui disent aujourd'hui moi je kiffe ma vie, j'en rencontre pas beaucoup. En tout cas, moi je kiffe aussi la mienne. Donc cool. Merci pour ce moment. Peut-être que j'aurai l'occasion de refaire une autre interview de Zarine. Avec plaisir, j'ai tellement de choses à raconter encore. C'est vrai, il est souvent Pierre Bellemare, même si c'est comme ça qu'il m'appelle. Merci Seper, et puis à une prochaine fois pour d'autres aventures. À bientôt.